L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, d'abord c'est très fréquent finalement dans la population et c'est sûrement largement sous-estimé. Il y a deux cas de figure, on va dire. Il y a le patient qui a été hospitalisé pour une poussée d'insuffisance cardiaque, on n'a pas trouvé de cause, sa fraction d'éjection est normale et dans ce cas-là le diagnostic est assez facile. Mais il y a aussi toute une pan de population qui sont des patients qui vont venir voir leur médecin parce qu'ils sont essoufflés à l'effort, qu'ils sont gênés à l'effort et pour lesquels on ne trouve pas forcément de cause. Donc chez ces patients-là, c'est chez eux que le diagnostic est difficile. Quand faut-il l'évoquer? Bien d'abord, il faut l'évoquer sur un terrain particulier. Ce sont souvent des sujets âgés, on va dire de plus de 60 ou 70 ans, voire 75 ans. Ça, c'est la première chose. Et puis avec beaucoup de comorbidités, et notamment très souvent un long passé d'hypertension artérielle, du diabète, de l'obésité, une fibrillation atriale qui peut être permanente ou paroxystique. Et déjà, lorsqu'on est devant un terrain comme ça, chez un patient qui est essoufflé, il faut savoir évoquer ce diagnostic. Alors, lorsqu'on est par exemple en médecine générale ou en cardiologie, je pense que le premier test à faire, ça va être un dosage des peptides natriurétiques, du BNP ou du NT-proBNP, mais parfois les taux de ces peptides ne sont pas très augmentés et bien sûr on ne va pas pouvoir se passer d'une échocardiographie et l'échocardiographie va apporter beaucoup de renseignements parce qu'elle va montrer un cœur qui est en général de petite taille, avec des parois hypertrophiées, une oreillette gauche dilatée, et puis des critères de pression de remplissage qui sont élevés, avec notamment une hypertension pulmonaire et un flux mitral qui est perturbé et qui évoque ces pressions de remplissage élevées. Voilà, donc quand on a ça, on peut raisonnablement penser qu'on est en face d'un patient qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, parfois, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'arrive pas à trancher après ces premiers tests. Et il peut être intéressant de faire un test d'effort et couplé parfois à une échocardiographie pour voir finalement qu'est-ce qui se passe à l'effort et est-ce qu'on a des critères pour voir qu'à l'effort, eh bien, les pressions de remplissage s'élèvent de manière anormale. La stratégie thérapeutique de ces patients reste difficile parce que, contrairement à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, la plupart des traitements à visée purement cardiologique ont échoué pour montrer une certaine efficacité. Alors il y a bien d'autres études en cours, je pense qu'on n'est pas au bout, on n'a pas épuisé toutes les possibilités thérapeutiques, mais on va dire que ces patients, on doit d'abord les penser en comorbidité et bien sûr traiter toutes les comorbidités associées, ça je pense que c'est un point extrêmement important. Éviter les récidives de fibrillation atriale, bien traiter l'hypertension artérielle et si déjà on a fait ça, en général on va quand même avoir une certaine efficacité dans la prise en charge. Et puis dans un deuxième temps, il y a d'autres stratégies thérapeutiques un peu plus complexes qui sont aujourd'hui proposées, qui sont des stratégies thérapeutiques de device qui consistent par exemple à créer une petite communication interauriculaire entre les deux oreillettes pour avoir un effet soupape et baisser les pressions de l'oreillette gauche, notamment lorsque les pressions augmentent de manière anormale. Alors c'est un dispositif pour l'instant, on ne sait pas encore si de manière définitive, il va améliorer le pronostic de ces patients, mais il y a une étude en cours actuellement qui est déjà bien avancée et qui, je pense, permettra de répondre à cette question. Et on en attend bien sûr beaucoup.